s'il vous plaît, comme on est entre nous, dès que vous voulez dire quelque chose ou qu'il y a un sujet qui vous fait réagir, vous levez la main et puis on essaie de prendre les questions au fur et à mesure. Alors Pascal. Merci Gildas. Alors moi, je vais commencer par une petite anecdote. Oui. Parce que je suis journaliste dans l'écologie et l'environnement depuis une vingtaine d'années. J'avais jamais appliqué de critères de genre. Jamais je m'étais dit les femmes ceci, les hommes cela. Moi, je traitais de l'écologie et de l'environnement et de la nature. Un jour, j'ai à faire une recherche sur la pensée sur l'écologie et je fais une recherche encyclopédie universaliste. Je tape femme, nature, écologie. Et je prends un premier item qui sort, c'est Rousseau. Alors non seulement c'est pas une femme, évidemment, en plus il n'avait pas un amour immodéré pour les femmes. Le deuxième item que je trouve, c'est reproduction. Donc là, ça nous renverra à ce cliché très vite dont on va parler tout de suite, qu'effectivement, les femmes égale la nature, égale la reproduction. Et le troisième item que j'ai trouvé fut mycose. Et là, franchement, ça m'a énervée. On va le dire, ça m'a énervée. Où était Anita Conti, femme océanographe? Où était Janine Bénus, biomimétisme? Où était Rachel Carson, qui était une scientifique américaine qui, avec son printemps silencieux, a réveillé l'opinion américaine? Où étaient ces femmes qui avaient pensé et agi pour la nature? Elles n'étaient pas. Alors, on avait Thoreau, on avait Aldo Leopold, on avait Rousseau, on avait Spinoza, mais où étaient les femmes? Mais les femmes étaient dans la nature. Justement. Et j'ai réalisé, alors on a 6 minutes, hein, donc la nature... Vous avez vu comment j'ai... La nature a été un piège pour les femmes, il faut le dire d'emblée. Elles étaient associées, alors on peut remonter effectivement à la grande déesse de la féminité du Paléolithique, vous savez ces statues où elles sont proéminentes, les gros seins, les grosses fesses, etc. Ça renvoie à une expression d'une divinité ancienne de la terre, et on peut associer à Ishtar, à Inanna, à Isis, à Gaïa aussi, à toutes ces déesses-là. Donc on comprend cette origine de cette féminisation de la nature, associée à des fonctions de reproduction. Au Paléolithique, les hommes, la terre doit être maîtrisée, donc la terre doit être dominée, de même que le principe féminin. Il y a une agriculture qui naît, mais vraiment je brasse à grands traits, hein. Excusez-moi, mais vraiment je fais vaste. Et ensuite, on a dû effectivement contrôler les femmes, de même que la nature, et une double polarisation est née, qui était à la fois la fascination pour le principe féminin et la nature, et l'effroi. Cette nature pouvait punir, elle pouvait engendrer de l'alimentation et à la fois nourrir. Mais ceux qui ont pensé cette association femme égale nature, qui nous a emprisonnés parce qu'elle nous a tenus éloignés des lieux d'éducation, on était la nature, donc on n'était pas la culture, et on n'avait pas le droit de se former, de s'éduquer, ni de voter, même quasiment pour les anciens Grecs. C'est les penseurs grecs. Platon dit dans la reproduction, la femme imite la terre. Cette phrase, elle nous a couru après jusqu'à encore très récemment. C'est-à-dire qu'on était identifié à ce principe féminin de la fertilité, associé par une représentation et une construction culturelle construite par des hommes. Et on était associé à cette nature qui soigne, qui nourrit. On était associé au principe de vie et de la mort. Pour les anciens Grecs, on était dans des maisons domus, on était celles qui accompagnaient la vie et la mort, on était poreuses. Et cette notion de porosité qui a créé tant d'effroi, en fait, je pense qu'elle nous est très utile aujourd'hui, dans une phase de transformation et de transition. On est celles qui sont, voilà, on est poreuses, on est au contact de ces fonctions traditionnelles, mais si historiques, qui effectivement sont justifiées. Sauf qu'aujourd'hui, les enjeux, ils sont bien au-delà de cette caricature, et que dans mon livre, moi, j'ai essayé de déconstruire cette association, parce que dans la réalité, les femmes sont souvent en première ligne, et ce thème-là va être abordé par mes collègues. Et de facto, les femmes sont aujourd'hui en prise avec des bouleversements écologiques qui affectent leurs fonctions traditionnelles, d'eau, de soins, d'alimentation. Et ça n'est pas parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles ont une place dans l'histoire et dans les sociétés qu'elles ont encore ces fonctions-là. Mais ça n'est pas limitatif. Moi, dans mon livre, j'ai beaucoup d'économistes, j'ai des philosophes. Je montre comment les femmes, inspirées par la nature, peuvent s'émanciper de cette caricature et de ce piège, mais tout en se laissant influencer par la nature, réinventer des économies comme l'économie symbiotique, réinventer la science comme le biomimétisme, mais en assumant ce lien avec la nature librement. Voilà, c'est un petit peu ce que à grandes lignes. Mais est-ce que c'est dans toutes les sociétés? Parce que
il existe des sociétés dans lesquelles la femme a eu une autre place. Donc, est-ce Oui. que c'est quelque chose d'universel, ce que tu Alors, racontes? non, là, je parlais vraiment, c'est la culture occidentale, D'accord. la métaphysique grecque, nos pays à nous, les pays, effectivement, où les femmes, il y a des femmes chamanes, où il y a des femmes qui ont des fonctions traditionnelles, sont très nombreux. Moi, j'ai parlé à des femmes d'Afrique, d'Inde, des États-Unis, d'un petit peu partout dans le monde, quand même, pour recueillir leurs témoignages. Et leurs soucis. Et en fait, elles sont toutes. Il y a des principes qui sont communs à ces femmes. C'est le fait qu'elles prennent soin, qu'elles ont une vision à long terme et non pas à court terme, et qu'elles ont une expertise qui fait qu'elles sont conscientes de l'interdépendance. Je parle notamment de ces indiennes du mouvement Chipko en Inde, parce que les premiers à avoir repensé le lien femme-nature en articulant le droit des femmes et le droit de la nature, c'est les écoféministes américaines. Je ne sais pas, Gilda, si d'autres parmi nous vont en parler. Mais les écoféministes ont articulé la question des droits des femmes et des minorités, d'ailleurs, nord-américaines, et de la nature. Et ça, on est sorti de la pensée grecque grâce à elles. Elles associaient effectivement, et notamment, alors c'est plus avant, on peut parler du mouvement Chipko en Inde. C'était des paysannes illettrées qui dans l'Uttar Pradesh, et on leur a dit, on va couper vos arbres. Mais ces paysannes, elles savaient que si on coupait les arbres, la terre allait s'effondrer, elles allaient ne plus avoir de petits bois pour faire à manger, il y aurait des problèmes sur l'eau, il y aurait des problèmes innombrables. Et elles se sont opposées en fait à cette déforestation de leur village. Et là, l'expertise de femmes au contact avec cette nature a prévalu. Et c'était une des premières fois qu'on a pu monter. Elles embrassaient les arbres comme ça. Vous avez vu ces femmes-là? Elles embrassaient les femmes. Le Chipko, ça veut dire le mouvement de l'étreinte. Elles embrassaient les arbres et elles ont dit non, on ne veut pas que ces arbres soient coupés. Et elles ont gagné. Ces arbres n'ont pas été coupés. Et Vandana Shiva, qui est une économiste, une écoféministe très fameuse, a vécu avec elles, s'est inspirée de leur expérience. Ça l'a beaucoup marqué. Mais il y en a plein d'autres. Alors, une dernière question avant qu'on y revienne ensemble tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça a changé d'écrire ce livre, Pascal? Entre j'allais dire, la révolte ou l'écœurement du constat que vous décriviez et ce parcours-là, parce que c'est une somme. Qu'est-ce que ça a changé en tant que femme ou en tant que personne humaine je me suis rendu compte qu'au lieu d'avoir peur d'être associée à la nature, les gens me disaient souvent, mais évidemment que tu t'intéresses à la nature, tu es une femme. Et il n'y avait rien de plus horripilant que ça. Bah, pour un mec, c'est pénible à entendre aussi. Donc voilà, cette caricature de genre, alors déjà, ce livre m'a permis de m'en échapper, de comprendre qu'il y avait une autre construction culturelle et philosophique possible derrière, qu'on pouvait faire femme plus nature, tout au pluriel, contextualisé, d'avoir plein de rôles modèles qu'il fallait relier, et donc voilà, de s'inspirer de ces expériences. Et moi, ça m'a appris à quel point cette expérience de la nature permet d'innover aujourd'hui au service de tous, parce que les enjeux écologiques dépassent les genres, mais que sans dénier le fait qu'elles soient femmes, ce qu'elles innovent et ce qu'elles font pour l'économie, pour la science, etc., elles avaient une position sociale oblique, culturelle oblique, politique oblique, et ce regard oblique permet de penser autrement les questions écologiques. Et ça, je trouve ça très riche pour tout le monde. Merci Pascal. Vous réagissez quand vous voulez. Et je passe la parole à Jennifer, parce que dans ce qu'on vient d'entendre, le micro est juste devant vous. Dans ce qu'on vient d'entendre dans votre bouquin, la femme est, j'allais dire lanceuse d'alerte, je ne sais pas, mais en tout cas déclenche, et se déclenche en fait pour sortir de cette société épouvantable que vous nous peignez. C'est le fait de devenir mère. Alors moi, ça m'a beaucoup interpellé, parce que c'est ce rapport à cette déesse mère. Pourquoi est-ce que Bulle, le personnage de votre livre, est une femme? Est-ce que ça aurait pu être un homme? D'abord, je vais trop vite. Vous pouvez nous dire un tout petit peu mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure, de quoi parle votre roman? Il faut appuyer sur le petit bouton que je n'ai pas allumé. C'est bon. Bonjour. Alors ce livre, oui, c'est un roman qui a pour objectif de parler de l'époque, mais que j'ai placé en 2050 pour que ces dérives apparaissent avec plus de force. C'est-à-dire que j'ai poussé le curseur de tout ce qui ne va pas aujourd'hui, et Dieu sait si j'avais l'embarras du choix. Donc il est question évidemment de crise environnementale et de tout un tas d'autres choses, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui tout est lié.
Et donc ça se passe en 2050 dans un monde où effectivement, un monde assez crépusculaire, un monde assez violent. Et c'est l'histoire d'une jeune femme effectivement qui tombe enceinte dans ce contexte qui est peu réjouissant à l'idée de se reproduire. Elle n'avait jamais envisagé de le faire. L'humanité courait un peu à sa perte dans ce truc-là, et donc il n'était pas trop question de se reproduire pour elle. Pour répondre à votre question, oui, elle aurait pu, son combat aurait complètement pu être celui d'un homme, parce que je considère pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain consensus entre nous. On va voir. Ici, mais non, si, il va y avoir un débat incroyable. mais je considère pas que la question écologique soit genrée. Je pense que, un peu comme le féminisme est l'affaire de tous, et que c'est pas un combat de femmes, c'est aussi un combat d'hommes. La question, la lutte pour l'environnement est une lutte on ne peut plus universelle, et qui donc concerne à part égale hommes et femmes. Pour autant, il se trouve qu'effectivement c'est une femme, et que la question de la maternité est assez centrale, parce que ce qui m'a inspiré ce livre, c'est ma propre découverte de la maternité, et le fait que, bien que j'ai été écolo très convaincue et relativement militante, je l'ai dit humblement, mais relativement militante dans mes activités de journaliste et mes activités de tri et de recyclage au quotidien, bien sûr. Bien que j'ai fait tout ça avant de tomber enceinte, quand on a décidé avec mon compagnon de faire un enfant, ça a fait émerger plein de questions, et moi j'étais très inquiète de l'avenir de la planète et de tout ce que ça allait impliquer socialement, humainement. Je me disais que, et je le pense toujours d'ailleurs, ça va être un peu coton quand même. Donc l'idée de faire un enfant était préoccupante. Et pour autant, je me disais, si je renonce à ce projet, ça veut dire que je considère que notre espèce est condamnée et qu'il n'y a plus rien à espérer. Je trouvais ça pas très réjouissant non plus de poursuivre ma vie en pensant qu'il n'y avait pas d'avenir. Et je me disais que l'humanité avait des facultés de sursaut intellectuel, de changement de cap, qui étaient très intéressants auquel je veux croire, et qui était très intéressant à explorer d'un point de vue romanesque. Oui, alors, je repose ma question. Il y en avait 3 dans ma... mais moi, je suis homme et je suis papa. Et je pense que la question que vous posez, je me la suis posée aussi. Donc, je vous repose cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de déterminant au fait de donner naissance? C'est-à-dire, ce n'est pas tant la maternité comme on l'entend de façon générique, c'est le fait d'être soi-même, vivre l'expérience de l'enfantement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, en plus, moi, je l'ai ressenti même pendant ma grossesse, surtout le début qui est très, très désincarné, très impalpable, où on ne sent pas encore l'enfant, et pour autant, il est là, et donc on n'est plus tout à fait soi-même, mais c'est très étonnant le premier trimestre. Et donc, du coup, c'est là, je crois, que toutes les questions jaillissent avec le plus de force, et qu'on ne sait pas forcément y répondre. Et donc, ça crée une confusion assez exceptionnelle. Donc c'est peut-être ce qui change les choses entre un homme et une femme, parce que la femme effectivement le vit très intimement dans son corps. Pour autant, je sais que la question que je soulève dans ce texte, à savoir la légitimité finalement de faire un enfant dans un monde auquel on adhère moyen ou qui nous inquiète, le bien fondé du fait de se reproduire, pourquoi on fait un enfant, qu'est-ce que c'est que la transmission, qu'est-ce qu'on a envie de donner au monde et donc à l'environnement au sens large, parce que je trouve que le terme est mal choisi parce qu'il exclut un peu l'homme, mais donc de ce qu'on donne au monde en se reproduisant, c'est une question qui là non plus n'est pas du tout genrée. Mais moi, je l'ai traitée en tant que romancière, en tant que femme, puisqu'effectivement, le fait de vivre une grossesse, ça a été, pour n'importe quelle femme, c'est le cas, a été un bouleversement. Mais je ne dirais pas qu'il y a une singularité dans le fait de décider de se reproduire pour une femme, en soi. En revanche, peut-être qu'elle est vécue dans son corps différemment, et que, de fait, ça implique... Vous vous êtes repris tout à l'heure parce que vous avez commencé à dire « quand j'ai décidé » et vous avez corrigé en disant « quand on a décidé ». Parce que vous m'avez déjà repris. J'avais déjà noté ça, et c'est pas anodin quand même. Non, mais je suis hyper égoïste. Non, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que, est-ce que cette décision appartient à la femme pleinement, complètement, et est-ce que ça... Je cherche dans le débat simplement vos positions. Non, c'était un choix très concerté, et c'était une décision commune, et moi je faisais un enfant avec quelqu'un. J'avais vraiment, ça faisait vraiment sens que le père soit cette personne, etc. Et d'ailleurs, ce sont des questions qui sont un peu traitées dans le livre, l'idée de faire un enfant avec quelqu'un, etc. Mais
Mais pour autant, c'est vrai qu'au bout du bout, c'est quand même ma décision et c'est quand même mon corps. Et donc de fait, c'est peut-être pour ça que, en effet, quand j'en parle de manière un peu égocentrée. Mais c'est mal. Et on a fait un enfant à deux. Je revendique pas du tout le fait de... Alors, je ne veux pas spoiler, je déteste ce mot, je ne sais pas pourquoi je l'utilise, la fin du bouquin, mais je ne l'ai pas lu et je n'ai pas envie que vous me le disiez non Alors plus. je précise qu'il ne l'a pas fini parce qu'il trouvait ça affreusement chiant. C'est parce que vous n'avez pas eu le temps. Non, Hein, c'est faut le parce que je l'ai commandé à mon libraire parce que je n'ai pas acheté sur Amazon et qu'il a mis du temps avant de me l'avoir. Non, la question que je me pose, c'est est-ce que dans votre roman, le fait qu'elle soit femme l'aide à réussir? Est-ce qu'elle est la combattante Elle couche énormément que vous pour sauver attendez, le monde, monsieur? effectivement. Hein? Vous voulez dire, est-ce qu'elle couche pour réussir Non, mais pour je sauver le ramène monde ça à la féminité. Non, bien Est-ce que sûr. la féminité donne des armes supplémentaires? Je sais Pour pas. vous. Moi, je la voyais comme une personne, pas tant comme une femme. D'ailleurs, elle n'est pas très qualifiée physiquement. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Non, en fait, Bulle, pour moi, c'était une combattante. Et le fait qu'elle soit une femme n'était pas si déterminant que ça. Moi, j'aimais bien justement que ce soit pas une question et que d'un coup, d'ailleurs, elle s'improvise leader un peu malgré elle parce qu'elle n'avait pas du tout ce trait de caractère à l'origine où elle s'en pensait pas particulièrement pourvue. Et puis, elle va être obligée, effectivement, pour mener à bien son projet de fédérer autour d'elle, de mobiliser les foules et donc de déployer un charisme dont elle ne se savait pas capable, effectivement. Et donc, peut-être, elle va déployer ce que dans l'inconscient collectif, on peut caractériser de masculin. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre d'approche. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est une personne avec une ambition, une volonté et le désir farouche d'arriver à ses fins parce qu'elle le fait pour son enfant et pour les enfants des autres et pour quelque chose qui la transcende largement et qui fait qu'à ce moment-là, on n'est plus un homme ou une femme. Elle ne joue pas de séduction, elle ne joue pas de ses sauve son attributs humanité. féminins. Ouais. Et c'est une personne, voilà. Ouais. Merci Jennifer. On va rien, revenir vers vous tout à l'heure. Et puis on entendra Valérie qui a cherché dans les études de l'ADEME savoir si on avait quelques chiffres sur le fait que les femmes sont plus ou moins, en tant que segment, si on analyse la population française, si elles sont plus ou moins actrices ou combattantes. Merci Jennifer. Audrey? C'est moi. Merci. Alors Audrey, encore une fois, je suis très content de vous voir parce que la présidente de FNH, c'est pas rien. Et je vous félicite. Bah si, c'est pas rien. C'est un engagement. C'est un engagement. Non, mais c'est une très belle association. Et la première question que je voulais vous poser, avant de parler des femmes, c'est comment vous êtes arrivé à la tête de cette association? Parce que moi, ça m'a interpellé et j'étais content d'en parler avec vous. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est un long chemin et en même temps, c'est une étape qui est tout à fait logique pour moi. C'est un long chemin parce que ça fait très longtemps qu'aux côtés d'ONG, d'associations de différents types, je porte un certain nombre de combats, notamment les questions liées au féminisme, les questions d'égalité entre femmes et hommes, les luttes contre les discriminations, la précarité, etc. Et que j'ai beaucoup, depuis à peu près 25 ans, je suis beaucoup intervenue, j'ai beaucoup apporté mon concours, évidemment de façon bénévole, à de nombreuses actions d'ONG et j'avais de toute façon prévu depuis longtemps qu'à peu près à cette époque de ma vie, j'allais l'équilibrer différemment. Et ce qui s'est passé pendant la campagne électorale de la présidentielle et des législatives, on va dire depuis la fin 2016 jusqu'à la mi-2017, m'a convaincu que sans avoir la prétention de sauver le monde avec mes petits bras musclés, il était temps que j'assume un certain nombre d'engagements de façon un peu plus complète, un peu plus totale. Et voilà, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui s'appelait jusqu'à maintenant Fondation Nicolas Hulot, je vais revenir d'ailleurs sur cette dénomination pour la Nature et l'Homme, c'était une des ONG avec lesquelles j'avais déjà travaillé, c'est une des ONG que j'avais approchée en disant, mais voilà, moi maintenant j'aimerais m'engager différemment. Et puis, il y a eu le départ de Nicolas Hulot vers le gouvernement. Donc, j'ai fait acte de candidature, comme plusieurs autres candidats. La campagne, entre guillemets, a duré 1 mois et demi, grosso modo.
Et j'ai été élue fin juin par le conseil d'administration à la présidence de cette fondation. Alors pourquoi cette fondation par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure? Parce que la FNH a toujours, et je suis là pour encore amplifier ce mouvement, a toujours perçu les questions liées à l'écologie et à l'environnement comme des questions transversales. Et nous pensons, et donc c'est en ça que je me retrouvais totalement, qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir aux solutions de sortie de la crise écologique, aux solutions de résorption des problèmes liés au réchauffement climatique sans penser lutte contre les inégalités, lutte contre la précarité et transversalité de ces solutions pour qu'elles soient efficace pour tous et pas seulement pour une partie privilégiée de la population. Donc là, pour moi, c'est un parcours logique. Pour ceux avec lesquels j'ai travaillé depuis des années, des ONG, tout ça aussi. Pour le grand public, un peu moins, parce que cet engagement auprès de plusieurs ONG n'était pas quelque chose dont je faisais particulièrement la publicité. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté tout de suite de venir parler ici sur ce sujet? Vous êtes assez parce sollicité. Que ça m'a été gentiment demandé. Ça a été gentiment demandé, donc ça c'est bien. Mais pourquoi est-ce que ce sujet-là a résonné tout particulièrement? Il a résonné peut-être de façon assez, je ne vais pas dire négative, mais disons que ma réaction a été assez épidermique parce que, bon, comme la plupart d'entre nous, là, je crois, sur le plateau, je ne pense pas que l'écologie soit... alors, je préfère dire sexuée dans la logique de Geneviève Fraisse, justement, parce que genrer, c'est très euphémisant. Oui, et ça gomme justement un certain nombre d'aspérités liées aux questions d'inégalité entre femmes et hommes. Alors je ne suis pas du tout, au contraire, je ne suis pas du tout du genre à raviver la guerre entre hommes et femmes. Au contraire, je pense effectivement que nous avons tous intérêt à être féministes et que le féminisme est une question de femmes et d'hommes pour une société différente, mais les tensions qui sont liées aux inégalités entre femmes et hommes, me semble-t-il, sont beaucoup plus incarnées par le mot sexe que par le mot genre. Et je ne pense pas effectivement que l'écologie soit genrée. Et j'avoue que je suis assez... agacée? Voilà, pas agacée, mais en tout cas stimulée par quand j'entends l'idée de dire que la femme, en tant que femme, serait plus proche de la nature, plus apte à apporter du soin, à être soucieuse de l'environnement, de l'autre, etc., etc. Moi, je crois justement en vrai féministe que la femme est un être humain avec autant de contradictions, de qualités, de défauts, d'inclinaisons que l'homme, et que toutes ces questions-là sont... considérer que la femme, parce qu'elle est femme, parce qu'elle serait la capacité d'être mère, serait particulièrement sensible à ces questions-là, c'est d'abord ramener et réduire la femme à son statut animal. Non, à son statut animal et voilà, de reproductrice. Et bon, moi, je pense que c'est assez dommage de nous réduire à cela. Et puis ensuite, ce serait considérer que l'écologie, c'est seulement une question de soins de l'autre, de nature, de petits oiseaux et de feuilles vertes sur les arbres. C'est un petit peu plus que ça, évidemment. Et justement, les questions liées à l'écologie, liées à l'environnement, liées au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, ce sont énormément des questions sociales, des questions liées à l'inégalité entre pays riches, entre pays pauvres, à l'intérieur des pays riches, entre riches et pauvres. Et les réponses apportées à ces questions-là, il faut vraiment que nous dépassions le prisme presque ludique de l'idée des ours blancs qui disparaissent, etc. Évidemment, l'ours polaire, c'est une préoccupation, mais la réponse à ces problèmes-là doit être beaucoup plus transversale. Moi, si je vous dis que c'est un chiffre que j'utilise souvent parce que je sais que les gens le retiennent, qu'aujourd'hui, 10% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 50% des plus pauvres dans le monde, et que 50% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait des 10% les plus riches. Nous faisons partie en France des 10% les plus riches à l'échelle du monde. Il y a un indice qui est assez parlant, qui est celui de l'empreinte écologique par hectare, le HAG. Aujourd'hui,
vu la population qu'il y a sur Terre, on devrait être à une moyenne, à un indice d'HAG d'1,7 par habitant sur Terre, quel que soit l'endroit de la Terre où nous nous trouvons. Or, on est déjà à 2,3 en moyenne. Donc, le jour du dépassement dont on nous a parlé au mois d'août, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on est au-delà des ressources que la Terre pourrait nous fournir. Mais cette moyenne de 2,3, évidemment, elle recouvre un certain nombre de disparités. Au Malawi, l'empreinte, elle est de 0,7. Aux États-Unis, elle est de 10. Et on passe quasiment du simple au décuple en parlant d'un pays pauvre et d'un pays très riche. Donc nous avons une responsabilité en tant que pays riche par rapport aux pays pauvres. Nous avons une responsabilité, si nous avons la chance de faire partie des mieux dotés dans nos pays riches par rapport aux plus pauvres. Et ces questions-là, me semble-t-il, ne sont pas féminines ou masculines. Ce sont des questions qui se posent à nous tous, êtres humains, et qui posent la question de nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des générations futures. Il y a un monsieur qui lève le doigt. Ah non, il se grattait la tête. Ah si, ah non, pardon. Merci Audrey. Non mais je ne pensais pas avoir été repéré aussi si. de manière elle voit aussi. Elle voit tout. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Toutefois, dans le rapport, enfin comment dirais-je, dans l'aspect sexué des problèmes de rapport à l'écologie de manière générale, j'en ai au moins un ou deux en tête. C'est par exemple dans notre pays, en France, oui, c'est le rapport à la mobilité. On sait par exemple en banlieue parisienne que 60, je crois, à l'ordre de grandeur, mais je crois que c'est à peu près ça, entre 65 et 70% des usagers des bus sont des usagères. C'est-à-dire que quand dans un couple, il y a une voiture, le monsieur prend la voiture et la dame se tape le bus pendant des heures, etc., etc. Dans le même ordre d'idée, je n'ai pas de chiffres, mais il me semble que quand on regarde l'évolution de la pratique du vélo au quotidien, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, je le sens intuitivement. Mais ça, c'est parce qu'elles sont plus courageuses, c'est tout. Oui, non, mais bien sûr. Non, je plaisante. Hein. Je plaisante. Non, mais alors, il y a quelque chose en revanche qui a déjà été un petit peu dit et sur lequel on peut insister, qui est vrai, c'est que je vous le disais, je vous parlais à l'instant du rapport entre pays riches et pays pauvres et du rapport entre l'empreinte sur l'environnement d'un quelqu'un qui vit dans un pays très pauvre et de quelqu'un qui vit dans un pays très riche. Il y a une donnée qui est inévitable, c'est le fait que l'impact aujourd'hui du réchauffement climatique, mais parce qu'il n'y a pas que des questions de climat dans l'écologie, l'impact du réchauffement climatique, l'impact de la dégradation de l'environnement ou de l'effondrement de la biodiversité, il est vécu en premier lieu par les plus précaires, les plus fragiles, donc les plus pauvres des pays, les plus pauvres dans les pays les plus pauvres et les plus démunis dans les pays les plus riches. Ce sont toujours les plus précaires, les plus démunis qui payent l'addition la plus lourde et qui sont les premiers exposés vis-à-vis de toutes ces questions-là. Or, il se trouve que dans notre pays riche, comme dans beaucoup d'autres pays pauvres ou riches, l'essentiel des plus démunis sont des femmes. Presque par syllogisme, donc, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, en proportion, par les conséquences du réchauffement climatique. Donc oui, là, il y a vraiment un prisme. Et la question de la mobilité en fait partie. La mobilité, transport et mobilité travail, domicile-travail, désenclavement, accession à l'emploi pour ceux qui en sont le plus éloignés. Tout ça, c'est des questions aussi liées à l'environnement. Évidemment, effectivement, les femmes sont beaucoup plus touchées. Et à mon avis, par conséquent, et pas parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles sont plus touchées, par conséquent, elles sont aussi souvent les plus en pointe, les plus actives pour élaborer des solutions à tout cela. Alors là, peut-être qu'effectivement, on peut voir un prisme féminin, mais vous savez, moi, je suis toujours très, très méfiante, et justement, j'ai envie de vous dire, c'est parce que je suis féministe, viscéralement féministe, que je suis toujours très méfiante sur l'idée selon laquelle il y aurait un domaine réservé aux femmes. Je crois que vraiment, nous avons tout à partager sur ces questions-là, qu'effectivement, une femme qui va devenir mère, qui se pose des questions sur l'environnement, moi, je me demande pourquoi le compagnon ou la compagne, parce que ça peut être un couple de deux femmes, mais le compagnon qui est en face, qui va devenir père, ne se poserait pas aussi des questions. Il n'y a pas de raison, donc vous le rappeliez effectivement. Et
une grossesse, c'est un bouleversement pour une femme, mais c'est aussi un bouleversement pour son compagnon. Et par ailleurs, alors moi j'ai eu une fille, mais donc je ne vais pas porter la parole de celles qui n'ont pas d'enfants. Mais par ailleurs, hier encore, je déjeunais avec une sommité en matière d'écologie, qui est une femme et qui n'a pas d'enfant. Et je peux vous dire que les travaux qu'elle a pu développer sur les questions d'écologie et d'environnement sont particulièrement suivis, repris et importants pour la pensée mondiale sur la question. Pourtant, elle n'a même pas été mère. Oui, j'ai pas osé le dire tout à l'heure, c'était pas ma place, mais je pensais à celles qui n'avaient pas eu la chance d'enfanter et qui sont convaincus et qui bougent. Merci beaucoup, Audrey. S'il vous plaît. Pardon? S'il vous Oh, plaît. oui, pardon. S'il vous plaît, pardon. Oui, c'est un choix. Excusez-moi, je ne vous regarde pas assez. Allez-y. C'était une question Allez-y. adressée à Madame Poulevard. Juste d'abord, pour revenir sur ce que vous dites, pour moi aussi, l'écologie n'est ni attribuée aux femmes ni aux hommes. Par contre, c'est l'énergie du féminin. Et pour moi, l'énergie du féminin, chaque homme et chaque femme a cette énergie du féminin en lui ou en elle. Et c'est peut-être pour ça que les femmes sont plus sensibles, parce qu'elles ont une majorité de cette énergie en elles, ce qui ne veut pas dire justement qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette énergie. Mais je ne sais pas ce que c'est l'énergie du féminin. J'entends ce que vous dites, hein, mais Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que moi, je suis particulièrement masculine parce que je suis quelqu'un qui mène sa vie, qui ne se laisse pas faire, qui est très combative, etc. Non, moi, j'ai l'impression d'être une femme comme une autre. Les deux, en fait, l'énergie du féminin et du masculin, c'est une symbiose indissociable. Comme si je vous demandais de me donner le revers d'une pièce, vous ne pouvez pas me le donner sans l'endroit. Je crois qu'on devrait arrêter aujourd'hui de faire ce clivage, justement. On ne peut pas. L'énergie du féminin, c'est comme le yin et le yang, vous connaissez? Oui, je connais, mais voilà. On ne peut pas les dissocier. Et le qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin? Alors, justement, le féminin, c'est ce qui manque. C'est intéressant, le lien avec l'écologie sur cette planète. C'est l'écoute, l'empathie, la lenteur, le long terme. C'est tout ça, c'est nourrir. Le féminin, c'est les mamelles. Pour moi, c'est tout ça. J'entends, mais pourquoi ça ne serait pas masculin d'avoir de l'empathie, d'être dans le long terme, et pourquoi ce ne serait pas féminin d'avoir de l'ambition, d'être dynamique? Je suis entrepreneur, je suis une combative, je suis une militante, mais c'est mon énergie féminine qui m'inspire les messages que je délivre dans mon militantisme. Par contre, c'est mon énergie masculine qui fait que je les mets en place. Pour moi, du coup, il n'y a pas ce problème de clivage. C'est vraiment une histoire d'énergie. La question que je voulais vous adresser, c'est par rapport à votre fondation, La Nature et l'Homme. En fait, en tant que blogueuse, je diffuse beaucoup de vos actions. Je fais partie de la team Jagi. Et du coup, j'étais en train de faire une vidéo et à un moment, j'ai dit oui, la fondation La Nature et l'Homme. Et là, je me suis arrêtée et je me suis dit, oh, non, quand même pas. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, alors d'abord, le débat, on peut l'avoir pendant des heures et je pense qu'on ne va pas tomber d'accord parce que je ne vois pas en quoi. Oui, et puis moi, je serais très embêté. Ce serait plus féminin d'être empathique et plus. Mais que ce soit une question d'énergie ou pas, mais pourquoi on cataloguerait l'énergie féminine dans l'empathie, dans le long terme, dans le calme ou dans le goût de l'autre, et l'énergie masculine justement dans l'énergie, dans l'ambition, dans l'envie d'avancer. Voilà. Mais on peut en rediscuter par la suite. Alors, pour la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc je réponds. La Fondation Nicolas Hulot s'appelle depuis le début Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. Donc déjà, c'est dans ses statuts. Il aurait fallu changer les statuts. Non, nous avons enlevé le nom Fondation Nicolas Hulot, puisque Nicolas Hulot n'est plus à la Fondation et que par ailleurs, il a des responsabilités ministérielles. On a gardé Fondation pour la Nature et l'Homme, parce que changer Fondation pour la Nature et l'Homme en Fondation pour la Nature et l'Humain, ça nous aurait déjà obligé à un changement pas un changement de statut, mais un changement dans notre organisation qui peut paraître anecdotique, mais qui était assez complexe à mettre en œuvre. Et en même temps, c'était très pratique pour nous de garder ce Fondation pour la Nature et l'Homme, puisque, encore une fois, depuis 27 ans, la Fondation s'appelait Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, parce que, devinez quoi, ça fait FNH comme FNH, Fondation Nicolas Hulot. Et étant une... Nature et l'humanité. Mais ce que je vous expliquais, c'est que c'était pas si simple que ça de passer de Fondation pour la Nature et l'Homme ou Fondation pour la Nature et l'Humain ou Fondation pour la Nature et l'Humanité.
Étant une ONG dépendant notamment des dons de particuliers, mais aussi des dons d'institutions publiques. D'ailleurs, l'ADEME fait partie de nos partenaires et on s'en félicite. On a pensé que c'était plus utile d'utiliser les fonds sur des actions concrètes plutôt que les sommes astronomiques qu'il aurait fallu engager, voilà, pour payer des agences, pour changer le logo, pour changer le nom, pour tout réimprimer, pour changer la raison sociale. Ça aurait coûté un bras et je préfère mettre cet argent-là dans des actions concrètes. Merci Audrey. Une réponse de Pascal quand même sur le point que vous évoquez. Sur le féminin et le masculin, il faut dire quand même longtemps que cette dichotomie dont vous parlez, elle nous a été imposée par des hommes. Je l'ai rappelé tout à l'heure à grandes lignes, mais c'est une pensée qui a été construite culturellement. Et aujourd'hui, je pense que là où les écoféministes américaines nous ont libérés, c'est avec cette culture du « et ». C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'opposer raison et intuition. On peut, les mêmes d'ailleurs, nous partager que nous sommes entre masculin et féminin, comme vous le disiez, être parfois dans l'intuition et parfois dans la raison. Autorisons-le. On n'a plus Platon sur le dos en permanence. Les féministes matérialistes françaises n'ont pas été de grands secours pour moi. Quand je me suis adressée vers elles pour leur demander comment elles avaient pensé le lien femme-nature, en espérant avoir des témoignages, elles ont préféré nier les deux, à la fois le féminin et la nature. Je le dis sans avoir votre expérience du féminisme, mais chez les féministes, en fait, le mot nature renvoyait systématiquement à l'essentialisme. Et moi, j'essayais d'en sortir. Et le féminin était nié. Voilà, longtemps, elles ont été obligées de prendre l'apparence masculine. Et on les comprend. Elles ont gagné des combats dont on bénéficie aujourd'hui. Là n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, elles n'ont pas, en tout cas, dans nos cultures et dans notre pays, très rationnelles, très Descartes, on a toute cette culture-là. Elles n'ont pas été d'un grand secours pour aller au-delà de cette construction et elles ont raisonné sur les mêmes thèmes que les termes qui nous poursuivaient depuis 2000 ans. On n'en sortait pas, en fait. Donc, pour repenser ce lien entre les femmes et la nature et pour coller à la réalité, qui effectivement, comme Audrey le disait tout à l'heure, et comme vous le savez, les femmes sont en première ligne. Quand moi, je repense à cette femme rencontrée à la COP21 qui me disait « c'est bien beau les fours solaires, mais dans nos maisons, on n'a pas la place dans nos courettes pour mettre les fours solaires. Et comment on va cuire nos aliments traditionnels ? Est-ce que ça va avoir le même goût ? Mais ce micro-économie, là, en fait, l'expérience, là, ça renvoie à la phénoménologie, mais l'expérience des femmes de leur quotidien, à mon avis, est à prendre en compte dans ces questions d'écologie. Parce que le mot universel, longtemps, il a désigné un seul être, c'était l'être humain masculin, pourvu de droits. C'est universel et neutre, en fait, c'était l'homme, avec un grand H. Ce n'était pas la femme. Et différent, ça a été souvent et longtemps considéré comme différent par rapport à l'homme. Donc là, on peut ne pas être d'accord non plus. On peut avoir une différence, mais pas forcément par rapport à un référent masculin. Et c'est vrai que ce livre m'a rendu un petit féministe, dans le sens que je pense qu'il faut revaloriser l'expérience des femmes, leur donner davantage de représentativité dans les instances de décision, notamment sur le changement climatique, parce que leur expérience du quotidien est utile pour chacun. Voilà. Non pas parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles ont une expérience du quotidien qui est très concrète. Et l'écologie, c'est très concret pour ça. Merci Pascal. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu le contrôle de ce moment délicieux. J'ai vu deux mains se lever. Je vous donne la parole juste après, parce que ça complétera peut-être, Emmanuel. Oui, c'est OK ? Je peux me contenir. Hein, j'ai appris Sauf si c'est vraiment, si c'est un cri. Si c'est un cri, je vous en prie. C'est un cri, mais je peux me contenir. Allez-y. J'ai beaucoup de tristesse à vous écouter. J'ai une grande tristesse à vous écouter en tant que femme. Non, mais pour l'instant. Pourquoi J'ai une grande tristesse parce que je pense qu'il y a quelque chose d'évidemment une particularité physiologique qui joue. Aller tout le temps nier la puissance du corps pour favoriser la puissance du mental, moi j'en ai marre. Et je pense qu'il y a une alliance entre le mental et le corps qui est très importante. Alliance corps et culture. Et dans la culture, on a vécu une puissance et une domination masculine sur le devant de la scène qui nous a fait développer des compétences sur l'arrière de la scène qui sont très importantes et qui a nié notre propre puissance. Mais aller dans un lissage homme-femme, où en fait le féminisme serait absolument l'égalité et la ressemblance, je trouve il y a quelque chose je me permets par rapport à ce que aussi disait cette dame en fait, où il y a eu quelque chose comme une acceptation vers un lissage et où le mental va prendre le dessus
sur des spécificités, des particularités, où on voudrait en fait que ça n'existe plus. Pour moi, le féminisme ne veut pas dire la ressemblance, quelle horreur. Alors, merci. Je suis désolé de cette tristesse. On va essayer de faire en sorte que ça soit plus heureux dans la suite de nos échanges. J'entends quand même un point qui est intéressant, qui est peut-être dû au sujet qui nous a été donné et qui oblige quand même à positionner un angle dans le temps qui nous est imparti et qui va plutôt dans le sens que vous notez, je suis d'accord, c'est-à-dire d'abord de se dire non mais ça n'est pas une question de sexe et c'est peut-être le premier trait. On va aller voir la suite dans nos échanges, Emmanuel, si vous le voulez bien. Surtout qu'on a Valérie Martin de l'ADEME. Et moi, j'ai une question, parce que Valérie s'occupe de communication. Et quand on parle de communication, moi, c'est mon métier, travailler sur, et vous aussi, à travailler sur comment sont reçus les messages de la Fondation, des pouvoirs publics, sur l'environnement, sur l'écologie, comment sont lus les livres. Comment est-ce qu'on reçoit les choses quand on est une femme, qu'on n'est pas comme ça, nous, des experts, des sachants, se retrouvant à Courbevoie pour faire... Quand on est quelqu'un dans sa vie et qu'on est une femme, est-ce qu'on reçoit différemment les messages? Et alors, là où j'étais très heureux de notre conversation, on se connaît bien avec Valérie, c'est que l'ADEME travaille techniquement sur des solutions, c'est une boîte d'ingénieurs, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, mais aussi sur les imaginaires, le comportement, qu'est-ce qui se promène derrière. Alors, c'est ma question pour lancer le truc. Est-ce que quand on s'adresse aux Français, quand on leur parle de trier ses déchets ou d'équiper son habitat pour qu'il soit plus efficace énergétiquement, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là? Peut-être qu'on peut repartir. Ouais. Bonjour tout le monde d'abord. Je pense que c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai qu'à l'ADEME, en tant qu'agence constituée majoritairement d'ingénieurs, l'intégration de toutes les réflexions autour des sciences humaines et sociales, eh ben, elle ne s'est pas faite nécessairement naturellement. Elle s'est faite plus tardivement, c'est ça. Et donc, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a maintenant des sociologues, notamment, qui font partie des équipes, et même des équipes les plus techniques. Et donc, on a des ingénieurs qui, petit à petit, ont une évolution par rapport à une approche plus technologique. Parce que, forcément, à l'énergie, il y a beaucoup de problématiques technologiques dedans, et il ne faut pas le nier. En revanche, si on veut faire changer durablement les modes de vie, les pratiques, les usages, forcément, ça s'étudie, tout ça. Parce que ça ne suffit pas de le décréter, il faut évidemment l'accompagner. Et on ne parle pas de la même façon à tel ou tel type de groupe d'individus. Et dedans, on ne parle pas de la même façon aux hommes et aux femmes, on ne parle pas sur les mêmes thématiques, etc. Et ça, c'est vrai, il y a une dizaine d'années, on voyait bien que dans des résultats d'études, par exemple, menés par le CREDOC, par l'IFOP, etc., des grands instituts de sondage, on sentait bien que la chose écologique était plutôt abordée du côté féminin parce qu'on rentrait par la problématique de la consommation. C'était assez intéressant, c'est-à-dire qu'on ne rentrait pas nécessairement par la problématique dans son angle transversal, mais plutôt sous l'angle de la consommation. Donc forcément, on avait plutôt des femmes. Et puis là, progressivement, moi j'ai été rechercher des résultats d'études qui datent ne serait-ce que de l'année dernière. La guerre des sexes, elle est loin d'être déclarée. Et donc en particulier, alors j'ai allé chercher, on a posé des questions sur, alors rassurez-vous tout de suite, sur la place du changement climatique. En gros, par rapport aux autres préoccupations, ça correspond à peu près à 5% des préoccupations, même si c'est la préoccupation environnementale la plus importante parmi l'ensemble des préoccupations environnementales. Mais bon, par rapport à ces préoccupations donc, liées à l'environnement, quand on leur pose la question de la qualité de l'air, est-ce que vous jugez que la qualité de l'air est bonne ou mauvaise? On va avoir les femmes qui vont dire elle est plutôt bonne à 68%, et les hommes, elle est plutôt bonne à 75%. Ce n'est pas énorme, 7 points de différence. En revanche, on va voir que quand on est sur un lieu qui correspond par exemple à la vallée de l'Arve, dont vous avez sans doute tous entendu parler, ou quand au contraire vous êtes au milieu d'une campagne où au niveau de l'air, vous avez l'impression que votre air est pur, etc., vous ne répondez pas du tout de la même façon. Donc déjà, la variable de sexe ne semble pas nécessairement toujours jouer. Sur la question du vélo, monsieur, j'avais cherché également quelque chose. Alors, on leur demandait, pour remédier à la situation par rapport à la qualité de l'air, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est plutôt les hommes qui disent qu'il faudrait mettre en place des situations liées au vélo,
parce que peut-être ils prennent plus naturellement leur vélo pour se déplacer. Quand vous avez 2 enfants, quand vous avez, ou 3, a fortiori que vous devez sortir la carlingue, le machin, le truc, la carriole, etc., c'est déjà beaucoup moins aisé. En revanche, les femmes sont plus nombreuses à dire il faudrait limiter la vitesse en centre-ville. Vous voyez, c'est intéressant par rapport à tout ça. D'autres choses sur la qualité de l'air intérieur, je suis sûre que ça vous ferait sourire. Là, les femmes, elles identifient davantage que les hommes tout ce qui est source interne. Par exemple, là, celui qui me fait le plus rire, c'est souvent diffuseur de parfums et désodorisants. Là, c'est plutôt les femmes qui disent il y a un risque pour la qualité de l'air intérieur. Pareil pour le tabac. Pour le tabac, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à reconnaître qu'il y a un risque pour la qualité de l'air intérieur. Mais le mieux, c'est au niveau des différences, c'est sur les actions pratiquées pour limiter la pollution de l'air intérieur. Et là, c'est très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans des choses qui raccrochent à la femme. Qu'est-ce qu'elles vont dire, les femmes ? Par exemple, il faut aérer quotidiennement son logement. C'est plus les femmes qui disent ça que les hommes. Bien évacuer l'humidité intérieure. Bon, vous pensez à tout. Plutôt les femmes également. Exactement. Choisir des produits d'entretien peu polluants. Alors celui-là, il est fantastique comme chiffre, puisqu'il y a 41% des femmes qui font mention à ce type d'action, seulement 27% des hommes. Et puis pareil, pour choisir des matériaux et des objets de décoration peu polluants, là aussi on a des différences notables, 20% pour les femmes, 14% pour les hommes. Voilà. Mais quand même, dans l'ensemble, on n'a pas des différences flagrantes. Il y avait un sondage qui est sorti au début du mois le 10 octobre, là, il y a quelques jours, par le WWF et l'IFOP, sur les produits bio. Là aussi, les différences ne sont pas énormes. On a des choses qui tournent autour de 68, 74. Donc vous voyez, c'est plutôt les femmes, c'est vrai, qui vont avoir tendance à aller vers les produits bio, mais on ne note pas des choses très fortes. Nous, en revanche, dans les critères qui sont des déterminants importants et qui expliquent que l'on va être convaincu par la problématique du changement climatique ou plutôt sceptique, ça va être des différences un peu qui vont s'appuyer soit sur le critère de l'âge, soit sur le critère de l'appartenance politique. Je m'explique. Vous allez voir, là aussi, c'est un beau cliché. On va être plutôt écologiste si on est jeune et de gauche. Je le dis volontairement comme ça. On va être plutôt sceptique si on est âgé et de droite. Là où c'est intéressant, c'est que quand on dit, pour faire changer les modes de vie, comment est-ce que l'on peut faire ? On a fait des études qui nous permettent de regarder justement et de faire des études de prospective qu'on a croisées avec des éléments d'analyse sociologique pour étudier des familles, des archétypes de familles et pour voir comment est-ce que justement on pouvait accompagner les gens sur le chemin de façon à ce qu'en 2030 on ait une situation qui soit bien meilleure que celle-ci. Grosso modo, et je caricature là encore, en gros quand vous êtes un jeune et un urbain, les questions de mobilité, elles sont forcément faciles pour vous. Quand vous êtes une personne âgée qui vivait en plein milieu d'une campagne où il n'y a aucune offre de transport, je vous souhaite bonne chance. Et c'est là aussi où c'est donc intéressant, parce qu'on voit bien que la question du genre, du coup, ne rentre pas dans nos études. Ça ne ressort pas dans les études. Ça ressort de moins en moins dans les études. Et même l'étude que mène Greenflex, Greenflex, c'est un bureau conseil qui sort tous les ans depuis 13 ans, je crois, une étude sur la consommation responsable. En 2016, on voyait bien qu'il y avait des différences qui continuaient à perdurer sur la place de la femme par rapport à la consommation, etc. Ils disaient, voilà, les femmes, elles sont très engagées, elles connaissent mieux ces problématiques de développement durable, etc. En 2017, en gros, quand ils essayent de faire un mapping des différents types de familles que l'on peut retrouver, globalement, on a des groupes qui sont extrêmement mixtes. Il n'y a que 2 groupes où on a une surpondération féminine ou une surpondération masculine. C'est soit le groupe féminin, soit le groupe des biocentrés. En gros, ils s'intéressent à tout ce qui est le bien-être, le lien social. Et là, on a une légère surreprésentation féminine. Et le groupe des rétractés, c'est-à-dire ceux qui ne veulent absolument pas rentrer dans ces problématiques d'écologie, et où là, le groupe homme est légèrement surreprésenté. Et respectivement, c'est 12% et 14% de l'échantillon global analysé. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et tout ça, comment est-ce qu'on va s'en servir ? C'est la question d'après. Oui, non, là, je voulais réagir parce que je trouve que sur le débat et l'échange qu'on a eu à l'instant, et je ne veux pas qu'Emmanuel reste triste, il y a quand même là, on rentre dans un peu trivial, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment, vu d'avion,
comment est-ce qu'on considère la réceptivité des publics, en fait, quand on sort du champ de ceux qui sont les plus engagés, qui sont dans le monde associatif? Je me tournais vers Audrey pour savoir si elle savait s'il y avait plus de femmes adhérentes chez FNH. On n'a pas été regarder les chiffres, on aurait dû. Il y en a plus, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Mais non, j'imagine qu'il y en a. Je ne me suis pas posé cette question. Ouais. J'imagine qu'il y en a plus parce qu'effectivement, les femmes sont plus souvent engagées, plus souvent dans le mouvement associatif, etc. Mais justement, il faut un peu sortir de ces constructions-là. Je suis désolée je suis désolée de vous rendre triste, madame, ce n'était pas l'objet. Et moi, je vis ça de façon pas du tout triste, au contraire, hein, d'imaginer que chaque petite fille qui naît peut se dire en grandissant qu'elle a toutes les opportunités, toutes les capacités, qu'elle peut s'autoriser tous les rêves et ne pas se limiter parce qu'elle sera une femme, et d'imaginer que le petit garçon qui naît en même temps grandit dans une société où pour lui, une fille, une femme peut avoir exactement les mêmes aspirations. Je trouve ça plutôt enthousiasmant qu'attristant de dépasser notre nature animale pour effectivement aller un peu plus vers la construction et la pensée. Bon, mais je ne trouve pas ça non plus attristant. Et ça ne veut pas dire se fâcher avec son corps, pas du tout. Pas du tout. Oui, juste, je voudrais dire, ce que je trouve très intéressant dans les chiffres, c'est qu'en fait, l'écologie rentre dans la conscience collective. Et bien évidemment, parce que c'est rentré dans la conscience collective, aujourd'hui, le lissage entre les hommes et les femmes se font. Et ce que je voudrais dire, et je pense que je reprends ce que dit Pascal, c'est que l'approche féminine est une approche oblique par rapport au monde masculin, créé par une domination masculine, et sûrement que c'est très bien que la puissance féminine arrive, et sûrement que les rêves féminins vont être différents que les rêves masculins qui ont été mis en œuvre pour l'instant, et que trouver cette complémentarité entre les rêves féminins et les rêves masculins va être sûrement très intéressant. Vraiment, c'est pas une question de lissage. Hein, c'est pas une question de lissage. C'est une question de refus des déterminismes. Après, tout ça, c'est de la construction. Je sais pas si les rêves féminins sont spécifiquement féminins et les rêves masculins. Dire l'abbé Pierre, c'était pas une femme, hein, pourtant l'empathie, le service des autres, il savait ce que c'était. Gandhi, c'était pas une femme. Le Dalai Lama, c'est pas une femme. Mais peut-être que si vous non, alors on arrête. Je perds complètement pied. Je pense que merci de cet échange, Valérie. On et a, après, on a juste perdu aussi le fait que on n'a pas parlé de la variable d'âge. Or, oui, bien. Les plus jeunes aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant de voir cette conscience, et je pense que Jennifer aussi, tu le dis, un meilleur partage, un meilleur équilibre au niveau des choses qui sont en train de bouger. On ne peut pas avoir une parole universelle, et je pense que c'est une des erreurs peut-être que nous, au niveau de l'ADEME, personnellement, on a fait, c'est qu'on a voulu faire une communication universelle sur l'histoire de l'écologie. Ce n'est pas nécessairement ça. Il y a des choses très différentes selon qu'on habite dans nos sociétés dites développées ou dans des sociétés qui sont en plein développement. Moi, j'avais été extrêmement touchée par un film de Rodney Rascona qui s'appelait Black Inside, qui était justement sur l'histoire de ces femmes qui cuisinent à l'intérieur de leur maison, qui s'encrassent les poumons, etc., où les petites, elles sont obligées d'aller chercher le bois extrêmement loin, et donc où elles sont déscolarisées, etc. Mais bien sûr que là, il y a des choses différentes. Il y a la place de la femme qui est extrêmement différente dans ce type de pays. Dans nos pays, en fait, il y a la question de l'hyperconsommation. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Aujourd'hui, les femmes, elles ont une expertise sur un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que moi, en tant que communicante, je vais essayer d'avoir une approche plus marketée. Et donc, le récit, l'imaginaire dans lequel je vais essayer de les projeter, et de projeter la société tout entière, c'est d'aller vers quelque chose qui soit moins l'hyperconsommation, mais une consommation plus sobre, une consommation qui nous permette de revenir à l'essentiel. Ce soit quelque chose qui, justement, aujourd'hui, qui ne soit plus aussi qui soit différente, qui ne soit pas uniquement fondée sur le fait que l'écologie, c'est une contrainte, l'écologie, c'est triste, l'écologie, ça va nous permettre de nous ramener à l'âge des cavernes, etc. D'en faire un objet qui soit quelque chose de joyeux, qui donne envie d'aller dans le monde de demain.
Parce que dans nos sociétés, et en particulier en France, on avait un pessimisme, on a encore un pessimisme qui est absolument fou. On a peur de se projeter dans le monde de demain, dans ce fameux monde d'après. Et après tout, est-ce que l'écologie, c'est pas ça qui va nous sauver? Et est-ce qu'il ne faut pas que chacun d'entre nous, on essaye d'y aller, les femmes et les hommes ensemble, et qu'aujourd'hui, c'est aux femmes d'aller certainement commencer sur certains domaines l'action, c'est aux hommes de commencer dans d'autres domaines l'action, mais c'est ensemble que l'on se retrouvera. Et ce qu'il y a d'important, c'est que ce que les gens nous disent aussi dans toutes nos études, c'est qu'individuellement, ils ne veulent pas prendre de responsabilité. En revanche, ils veulent voir qu'il y a un mouvement collectif. Et si on se met en opposition les uns par rapport aux autres, de groupes de personnes par rapport à d'autres groupes. J'ai dit les jeunes et les vieux pour sourire. J'ai dit les femmes et les hommes, etc. Bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on fera une société qui sera une société transversale, une société qui nous emmènera vers un monde d'après qui est meilleur. Et je pense que c'est ça aussi notre rôle, à chacun d'entre nous qui sommes engagés, justement d'accompagner ce mouvement-là. Et je me tais. Merci Valérie. Merci, Valérie. Je dois dire, avant de passer la parole à Anne, parce que là je vais vous offrir un petit moment de douceur et de soins et de tendresse avec Anne Rib, mais je voudrais juste dire un truc quand même de l'ADEME, c'est que l'ADEME, j'ai le bonheur de travailler avec les agences de communication, on travaille sur l'imaginaire, les représentations, c'est un énorme travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on contrôle dans notre beau pays ce que véhiculent les publicités. Le travail fait avec l'ADEME pour que les messages, vous savez, on a beaucoup parlé de greenwashing dans les années 2007-2009, pour qu'on puisse avoir une construction collective raisonnée de façon à ce qu'on empêche que soient étalés sur les murs de la ville des choses, alors du greenwashing, mais aussi sur le corps de la femme, sur les représentations. Voilà, je tiens à le dire parce que les gens ne le savent pas, mais c'est beaucoup de boulot qui est fait derrière pour protéger les citoyens et pour participer d'un imaginaire collectif qui nous donne envie. Alors, merci Valérie de votre présence. Alors maintenant, on va envoyer une petite vidéo de Anne Rib. Juste un petit mot avant. Ouais. Bon, on est là effectivement pour faire tout ça, je crois. Hein. Développement durable. Bon, moi, c'est dans l'hôpital. Et là, c'est ce qu'on fait maintenant pour pouvoir amener effectivement des jardins dans les hôpitaux, c'est des formations. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de l'éducation. Je crois que c'est ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je crois que l'éducation, pour ça, est importante. Voilà, donc c'est un petit focus qu'on vous propose de faire avec Anne, qui est infirmière, qui est aussi paysagiste et qui fait ça, jardinière. Oui, jardiniste. Jardiniste, ok. Alors on va s'installer. Allez. Le soignant d'origine rejoindra le soigné en passant par le jardin. 사실 한여모 동안
Oui. On a un budget. Alors justement, je vais vous expliquer. Je repars les yeux pleins de couleurs, le cœur léger, mais avec une certaine responsabilité aussi. Cette notion de partage, Anne et son mari m'ont ouvert l'esprit sur cette notion de partage au jardin. Par exemple, ce qu'on a vécu ce matin, ça c'était important pour moi parce que l'autisme, je ne connais pas du tout. Et du coup, ça m'a permis de rentrer en contact avec les enfants et en fait de me rendre compte que tout simplement c'était des enfants avant tout. Et donc ça me rassure dans cette démarche d'aller vers les gens différents. Ce qui était le plus révélateur, c'est de se rendre compte que finalement on peut faire des choses, que c'est pas si difficile d'accès. Il faut de l'énergie, il faut de l'enthousiasme et on peut arriver à faire beaucoup de choses finalement avec ça. Heard you say, meet you in the long grass. Something good at long last. And we're away. Un petit bain de nature, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est, Anne? Alors, c'est l'endroit où j'habite. Voilà. C'est pas mal. Ça a été intéressant parce que ça fait maintenant 40 ans qu'on y est. Et quand on l'a pris au début, effectivement, alors justement, dans ce livre, j'explique un peu tout ça, cette approche. Parce que je vais vous raconter un petit peu quand même ma vie. Déjà petite, j'ai toujours adoré soigner. Peut-être plus que mes frères, effectivement, hein, si on veut revenir au débat. Mais j'ai toujours aimé. Voilà. Donc, je trouvais que... Et je voulais être nurse. Donc, il y a nurse, nursing, c'est en anglais, c'est la même chose, c'est le même nom. Voilà. Donc, après, j'ai eu la chance de rencontrer un homme avec lequel j'ai décidé de faire un enfant. On a décidé. On en a discuté, on en a décidé. Mais c'était avec lui que je voulais. Avant, l'idée d'enfant, bon, mais c'était avec lui. Et après, ce qui s'est passé, on est tombé sur ce lieu extraordinaire qui était à l'abandon depuis 20 ans. Et on est tombé dessus et on a dit, ça y est, on fait ça. C'était dans un état catastrophe. Voilà. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne quand même les végétaux, ça a des noms. Hein, un végétal, il a un nom, un peu comme les gens, des choses comme ça. Donc, je me suis inscrite en art du jardin. J'ai fait un BTS d'art du jardin. Vous étiez infirmière? J'étais infirmière au départ. Oh, pardon, oui, j'ai pas entendu. J'avais dit nurse, mais nurse, ma maman avait dit, c'est pas bien, il faut être infirmière au moins. Donc, j'ai fait infirmière. Et voilà. Et après, j'ai fait donc ces études. Et quand j'ai commencé après à aller voir un peu la Green Society, comme on dit, ils me disaient tous, allez, fais-moi tes jardins et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et j'étais dans un hôpital et j'ai dit, ça y est, c'est ça. Je veux remettre de la nature dans l'hôpital. Voilà, être altruiste, faire quelque chose pour les autres. C'est ça qui me portait. C'est ça qui me portait et c'est ça qui a déclenché le fait que j'ai créé cette association Belle Plante avec un éducateur que j'ai connu qui était à la Salpêtrière, qui m'a donné l'occasion, avec le professeur Basquin, qui était pédopsie, de créer l'association Belle Plante en 1997, dont on a souhaité les 20 ans là récemment. Donc ça a été le départ, c'était de comprendre, de enfin trouver, comme on dit
aux États-Unis. C'est aussi grâce un peu aux États-Unis où j'avais été faire des recherches, où il y avait déjà des jardins dans les hôpitaux, dans les choses comme ça, dans les maisons de retraite, dans les choses comme ça. Ils ont même un diplôme à l'université depuis longtemps. Ça s'appelle l'ortithérapie. L'ortithérapie, voilà. Et horticultural thérapie, c'est aux États-Unis, ça fonctionne, c'est très bien. Et si vous voulez, maintenant, en France, j'ai créé l'association Belle Plante pour justement divulguer l'art du jardin au point de vue thérapeutique, artistique. Donc ce qu'on voyait là dans le film, les stagiaires, ce sont des soignants. Alors ce sont des soignants. Que vous avez formez. vu, il y avait effectivement plutôt des femmes. Ça arrive qu'il y ait des hommes quand même, de temps en temps. Mais on a plutôt effectivement des femmes. Mais on a 2 éducateurs quand même. On a l'éducateur et mon mari qui parlent aussi. Donc on a un peu de masculin qui est là. Mais c'est vrai que c'est plutôt les femmes pour l'instant. Quoique dans les hôpitaux, ça commence un peu parce que souvent il y a des jardiniers, souvent il y a des infirmiers, des gens comme ça. Il y a des directeurs surtout qui se prennent un petit peu, qui disent un peu, oh là, il faudrait faire quelque chose parce que vraiment ça ne va pas à la maison là. Voilà. Donc, pour vous dire qu'à partir de là, l'association Belle Plante, on a bien défini ce qu'on voulait. C'est-à-dire que dans ces lieux comme ça, c'est des lieux où on a besoin de remettre de la nature, du vivant, et on arrive au développement durable, qui est à l'actualité en ce moment. C'est-à-dire que remettre du vivant dans ces lieux qui sont tellement bétonnés, aseptisés, où tout le monde est à l'intérieur, où on ne sort pas, parce qu'il n'y a pas à quoi sortir. Donc là, j'ai créé effectivement à la Salpêtrière, dans un service de pédopsychiatrie, avec des autistes, un jardin, et depuis 20 ans, j'y vais tous les jeudis. Tous les jeudis, je vais faire pendant 2 heures avec eux. C'est un atelier dans leur programme, atelier potager fleurs, je tiens à ce mot. Et on a 50 mètres carrés à la Pitié-Salpêtrière, qui a quand même 33 hectares. Et on me dit, tu as déjà de la chance. Je dis, d'accord. Ça a augmenté de 30 mètres carrés, on est à 80 maintenant. Pascal va venir jeudi voir un peu et filmer, voir un peu comment ça évolue. Mais bon, on continue. Et dans Paris, faire ça, j'en ai fait un à la Bastille aussi, j'en ai fait aussi à Louis-Mourier, j'en ai fait à Vaugirard, j'ai essayé à Debray, j'ai essayé à l'Hôtel Dieu, j'ai fait énormément de parcours. J'ai eu le premier prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher pour ça. C'est-à-dire c'était déjà il y a 17 ans, comme ça, le premier. Et ça a été un gros coup de pouce. Ça m'a fait connaître pour l'AFP, entre autres. Vous savez, l'agence, à ce moment-là, ils viennent vous voir, ils parlent de vous et des choses comme ça. Mais c'est toujours... alors, ce qu'on essaie surtout de développer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le côté altruiste, s'occuper de l'autre. Là, il y avait un petit sketch qui ne passe pas. C'est ce que j'explique. J'explique que, en fait, à partir du moment où vous êtes convaincu de quelque chose, là, moi, je suis vraiment convaincue qu'il faut remettre de la nature. Nature, en latin, hein, on sait, nature, c'est celui qui naît. On fait naître quelque chose. Donc, dans le développement durable, c'est ce qu'il faut. Hein, vous le savez, on consomme trop, donc on doit remettre systématiquement autant que l'on consomme. Et je crois que si chaque individu se décide à faire ça, en petite échelle, mais tant mieux, à grande échelle, tant mieux, je suis tout à fait d'accord, mais déjà chez vous, en petite échelle et tout ça, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les prisons, les entreprises, tout, partout, faites, donnez des choses aux oiseaux, donnez des choses, regardez un petit peu autour de vous, essayez de retrouver cette espèce d'émerveillement qu'est la nature. On est blasé. Anne, voilà. on voulait vous avoir parce qu'on voulait terminer aussi avec ce petit moment de grâce qui est une réalité tangible, ces petits oasis chers au mouvement Colibri, là, ces petits endroits que vous faites naître et qui rentre dans le quotidien de notre société et qui va nous protéger de cette société épouvantable dans laquelle vous m'avez emmené avec votre bouquin. Mais Anne, je voudrais quand même finir le cercle de notre conversation. On la continuera peut-être un petit peu après avec vous en allant prendre un café ou un thé. Mais on revient un peu à la domus,
au territoire de la femme décrit tout à l'heure. On est un peu avec la sorcière et ses plantes. Est-ce qu'on n'est pas en train là de... La fée, hein. Oui, la fée, ok. Non, mais parce que c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que vous nous renvoyez en écho une réalité qui fonctionne aussi. Peut-être que vous parliez, mademoiselle, tout à l'heure de... Ah, on paraît que j'ai plus le droit de dire mademoiselle. Madame, tout à l'heure... Si, mon damoiseau. Vous disiez tout à l'heure cette espèce d'énergie féminine. Peut-être que là, on la remet aussi dans sa réalité tangible. Mais est-ce que si vous aviez été un homme, et s'il n'y avait pas eu Jean-Paul, Anne, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous auriez été un homme, ça aurait été différent comme histoire? C'est ce que je vous disais au téléphone. Ce n'est pas des questions que je me pose. Non, mais c'est la question de notre débat. Je vis, j'assume, je suis féminine, je suis femme, j'ai peut-être été homme dans le temps, j'en sais rien. Voilà, je me sens bien. Et c'est pas des questions. Je crois que c'est ce que vous dites, c'est une question aussi d'éducation. Moi, j'avais 4 frères et 2 sœurs. Mais c'est vrai qu'on n'était pas élevés pareil. Il a raison. Il mangeait de la viande, nous n'en mangeait pas, on était tout maigres. Ben, c'est comme ça. Mais bon, moi je suis... Vos frères mangeaient de la viande et pas vous? Oui, parce que c'était pour qu'ils soient plus costauds. Ah, d'accord. Ben, c'était comme ça. Mais bon, c'était une éducation, ça se faisait comme ça dans ce temps-là. C'était bon. Mais ben, ma sœur et moi, on était dans le soin. Ma sœur était psychologue et moi j'étais infirmière. C'est bizarre. Et les autres, bon, ils étaient rien. Non, je plaisante. Non, mais si vous voulez, cette question, c'est ce que vous dites, rééquilibrons, soyez spontanés. Je m'amusais l'autre jour à répéter cette conférence devant mes petites filles. Et je m'amusais parce que je me disais, allez, il faut les bouger, ces gens. Je vais à Courbevoie. Ils ont habité 8 ans à Courbevoie. Alors, on me dit, ah, tu vas à Courbevoie et tout. Je dis, oui, je vais à Courbevoie. Je vais leur dire à Courbevoie qu'ils ont des beaux parcs, que c'est super, que ça marche, que ça évolue bien. Eh bien, prenez-en. Il est là, le monsieur, là. Oui, faut le choper après. J'ai parlé avec lui. C'est à vous de réfléchir. Soyez un peu... avancez, faites marcher votre tête et essayons de toutes faire quelque chose qui évolue et n'ayons pas peur du développement durable, des choses qui ont l'air de sorcières, des choses comme ça. Ça fait partie du tout. On est dans un monde actuel, effectivement, avec des technologies. Restons dans les technologies. Soyons très fortes en technologie, tant mieux. Soyons très fortes en maths. L'autre jour, il y avait encore quelqu'un qui disait « Oh, il n'y a pas de femmes mathématiciennes. » Ben, si elles n'ont pas envie d'être mathématiciennes, elles ne sont pas mathématiciennes. Je crois qu'il y a aussi des choix. Moi, je sais qu'il y a des choses que je n'aimerais pas faire. Je n'aimerais pas être dans l'armement, dans les trucs comme ça. Mais s'il y a besoin, ben, faisons de l'armement, mais l'armement écologique et développement durable. Mais si vous voulez, le problème, c'est ça. C'est qu'on a énormément de technologies. Moi, je suis scandalisée, par exemple. On a une technologie de pointe et tout. Et on a des scooters qui cassent les oreilles. On a des avions qui nous cassent les oreilles. Des hélicoptères qui font un bruit, mais d'enfer. Pourquoi est-ce qu'ils font du bruit? Pourquoi? C'est quand même stupide. Pourquoi est-ce que c'est pas silencieux un hélicoptère? J'adore ce moment. Quel intérêt? Non mais prenez chaque chose et essayez de réfléchir. Vous savez, je disais ça à mes enfants. C'est comme les médicaments. Les médicaments, ils n'arrivent pas du ciel. Hein. Ils ont été faits par des hommes. Alors, il peut y avoir des bêtises. C'est pareil l'écologie. C'est pareil la vie quotidienne. La vie quotidienne faite avec des masculins, un peu beaucoup. Mais parce que la femme, ben, elle n'a pas beaucoup bougé non plus. Donc, voilà. Il faut rééquilibrer. Je crois qu'on va relancer le Alors, je ne relance pas. Merci beaucoup, Anne Rib. J'ai écrit... J'y arrive. Je vais faire Bernard Pivot, je vais mettre mes lunettes, j'adore ça. Je vais vous proposer un dernier tour pour dire ce que vous n'avez pas pu dire. Et je vous ai pas redonné la parole, Jennifer. Chacune, et puis si vous avez un dernier cri à pousser, on l'entendra avec joie. Jennifer. Je ne sais pas quoi dire. Non, j'ai trouvé cette discussion très riche. J'ai l'impression que malgré d'apparents désaccords, je ne suis pas certaine qu'on soit tellement en désaccord sur ces histoires d'énergie, homme-femme et tout. J'ai l'impression que, en fait,
J'ai l'impression que c'est une façon de dire les choses, mais je suis sûre que en fait, le désaccord n'est pas aussi manifeste que ça. C'est-à-dire que, par exemple, Emmanuel, je ne nie pas les spécificités féminines et je pense que personne ici ne le faisait. C'est juste qu'effectivement, il y a des moments où il ne s'agit pas de gommer nos singularités, il s'agit de ne pas y accorder trop d'importance pour que ça ne soit pas des entraves. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'hommes et femmes sont différents et c'est tant mieux. Et je pense que être féministe, il ne s'agit pas du tout de gommer ça. Et puis aussi, ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Que c'était vraiment chouette d'être avec vous et que c'est toujours très enthousiasmant d'entendre les gens qui s'emparent de ces sujets dans leurs champs respectifs. Et j'ai beaucoup de respect pour votre travail et tout ça. Et je pense aussi que la communication est le nerf de la guerre sur cette affaire et que l'écologie et le développement durable et tout ça émergera de manière très efficace quand les gens auront compris les enjeux, auront compris que ce n'est pas une punition, que c'est désirable ce qu'on nous propose, que la société de consommation touche à sa fin, que tout le monde est épuisé et triste et que ça rend plus personne content et ça n'excite plus les âmes. Et donc l'écologie est un renouveau qui n'a rien d'un précepte moralisateur, mais qui au contraire est quelque chose d'absolument exaltant et qui, à mon avis, va rendre l'humanité très heureuse. Merci Jennifer. Alors, j'adore faire Bernard Pivot, mettre mes lunettes et dire que son bouquin s'appelle La désobéissante. Et j'hésite à regarder Macron ce soir ou le terminer. Je vais voir. Je ne sais pas. Honnêtement, je doute. C'est chez Robert Laffont. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous. Audrey. Alors un peu dans la continuité de ce que vient de dire Jennifer, oui, il faut arrêter d'imaginer l'écologie ou les questions liées à l'environnement comme des questions sombres et surtout ce que je n'aime pas du tout, c'est l'idée d'une écologie, enfin pas l'idée d'une écologie punitive, mais le concept, hein, le fait que quand on parle d'écologie, quand on dit aux gens il va falloir faire des efforts, il va falloir être un peu plus partageur et tout, qu'on vous réponde c'est de l'écologie punitive. Vous savez, la punition, elle est aujourd'hui pour les 800 millions de personnes qui sont en situation de sous-nutrition ou de malnutrition dans le monde. La punition, elle est pour les 3 milliards d'individus qui aujourd'hui vivent avec moins de 2 euros par jour, enfin survivent avec moins de 2 euros par jour. On prend souvent le ratio du 1 dollar par jour ou 1 euro par jour, hein, à quelques centimes d'euros près, qui concerne effectivement à peu près 900 millions de personnes. Mais si vous passez simplement à survivre avec 2 euros par jour, et je ne suis pas sûre qu'ici, beaucoup d'entre nous pourraient le faire, eh bien ce sont 3 milliards de personnes qui sont concernées. La punition, elle est pour les 11 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique. Elles sont pour les 3 millions de chômeurs longue durée en France qui sont très éloignés de l'emploi, du marché de l'emploi, qui sont dans des situations où aller leur parler effectivement de vélo, de multimodalité, quand ils ne peuvent même pas se déplacer pour aller suivre une formation, eh bien, la punition, elle est pour eux. Et la punition, elle est déjà en activité, elle est déjà à l'action dans le système tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ce que proposent les écologistes, c'est d'imaginer effectivement une société moins dure aux miséreux, pour reprendre la phrase des escaliers de la butte, la chanson de Montmartre, un monde moins dur aux miséreux, un monde plus partageur, plus équitable et dans lequel finalement un plus grand nombre d'entre nous aille mieux. Je trouve ça quand même beaucoup plus positif que le constat qu'on pourrait faire de la situation aujourd'hui. Et alors si vous vous demandez, parce que Anne a parfaitement raison, il nous faut mobiliser chacun nos énergies pour changer tout cela, si vous vous demandez comment faire, eh bien, je vous incite à vous rapprocher des ONG, pas seulement de la FNH, hein, allez sur les sites de toutes les ONG, associations du coin. On a tous des propositions d'engagement concret à vous faire. Et alors, singulièrement pour la FNH, je ne suis pas en train de vous demander de l'argent, pas du tout, mais simplement... Non, mais même pas du tout. Simplement, mademoiselle ou madame parlait tout à l'heure de J'agis pour la nature, qui est un programme effectivement défendu par la FNH. Vous allez sur le site FNH, vous tapez, vous verrez J'agis pour la nature. C'est très simple. Nous recensons sous cet onglet J'agis pour la nature toutes les actions qui, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre
région mobilise des énergies au service de la nature. Donc ça peut être aller nettoyer un parc public, ça peut être une action de solidarité envers les plus démunis, ça peut être aller curer une rivière, ça peut être aller, comme j'ai fait avec Mountain Riders il y a 15 jours, à la mer de glace, nettoyer le glacier. Voilà, ce sont des actions que vous pouvez faire avec vos enfants, avec vos voisins, avec vos amis, ces actions très concrètes, en général très positives, qui créent du lien et qui ne coûtent pas cher, mais qui donnent beaucoup, qui rendent beaucoup service et qui permettent de concrétiser ce que nous disait Anne à l'instant sur le fait de mobiliser nos énergies. Merci beaucoup Audrey Pulvar, et ça nous rend joyeux. Voilà. Pardon, à vous Anne. Merci beaucoup. Moi Oui, Anne. À moi. Ouais. Ah, chic. Alors moi, ce que je disais tout à l'heure de l'altruisme. En plus, quand vous faites ça avec des jardins, vous avez des fraises et vous avez des courgettes, l'avantage. Et c'est bon. Donc, je vous conseille de faire ça avec des jardins. Et quand je vois quelqu'un de la mairie ici, faites des potagers, faites des choses que les gens puissent venir avec. Il y a des mouvements entiers qui est écrit « Servez-vous ». Vous mettez les légumes, les gens viennent, ceux qui en ont besoin, des choses comme ça, c'est important. Une autre chose, il ne faut quand même pas oublier non plus que... il ne faut pas faire de l'intensif, oh là là, le potager, on y va et tout. Non. Un petit haïku, cool, comme dit Gilles Clément, faire le plus possible avec le moins possible. Et puis un haïku japonais que j'adore, immobile, fermez les yeux si vous voulez, assise, excusez-moi, pas assis, assis si vous voulez, sans rien faire, le printemps vient, l'herbe pousse. Merci Anne Rib. Si vous voulez acheter son bouquin, il est là, on peut le trouver juste après. Merci. Pascal. Alors moi, j'ai intitulé le sous-titre de mon livre. Gildas, tu peux le lire? J'ai pas mes lunettes. Si. Ouais, j'adore. Des femmes, de la nature et du réenchantement du monde. Et du réenchantement du monde. Donc c'est très important pour moi aussi. Moi j'ai filmé 2 fois Anne à la Pitié-Salpêtrière et j'y suis jeudi pour commencer un film sur les bénéfices de la nature sur la santé humaine, mentale, physique. Et c'est très touchant de voir à quel point des enfants enfermés dans leur monde, tout d'un coup, quand ils goûtent une framboise, quand ils se voient dans une flaque, quand ils pataugent dans la bouillasse, sortent de cette... prison emmurement grâce à la nature. Anne est une, comment dirais-je, une fée et elle fait l'intermédiaire entre la nature et les humains. Et la nature a ce pouvoir-là aussi. Moi, Wangari Maathai m'enchante quand elle va planter des arbres et qu'elle fait revenir l'eau et qu'elle fait revenir une économie locale et qu'elle instaure la paix entre les communautés. Et elle a eu le prix Nobel de la paix pour ça. Janine Bénus m'enchante quand elle s'inspire des animaux pour réinventer l'économie, la science et s'inspirer des peaux de requin pour le TGV japonais. Elle m'enchante pour ça. Elle m'enchante toutes ces femmes qui innovent. Et Isabelle Delannoy, quand elle réinvente l'économie et qu'elle théorise une économie qui rend à la nature ce que les hommes et les femmes lui prennent, ce que les hommes avec un grand H lui prennent, elle m'enchante aussi. Donc cette idée voilà, d'enchantement et ce qui me tient à cœur, Emmanuel, c'est la réhabilitation aussi du corps et de l'esprit, de l'intuition et de la raison, et de s'autoriser les deux. Effectivement, et ça c'est vraiment pour nous, c'est extrêmement libérateur et très porteur dans l'action et dans l'imaginaire. Merci voilà, beaucoup. merci. Pascal Derme, sœur en écologie, des femmes, de la nature et du réenchantement du monde. Merci. Valérie. Peut-être cette table ronde, moi aussi j'étais très fière d'y participer et c'est vrai qu'un petit mot ce serait de dire laissons parler notre enfant intérieur. Aujourd'hui, très souvent, on est dans un carcan de bien-pensance, etc. On a peur de faire des choses qui ne sont pas comme voilà, la société voudrait qu'on les fasse, etc. Et je pense que quand on parle d'écologie, il faut d'abord la faire sortir des cercles habituels où on en parle. Ça ne doit pas rester quelque chose d'expert écologiste, pas du tout. En chacun d'entre nous, il y a matière, il y a du terreau qui est extrêmement riche et qui peut permettre de développer des nouvelles solutions.
Et c'est là où c'est important. Et je trouve que justement, dans ce cadre-là, le rôle de chacun et de chacune d'entre nous, c'est bien sûr de créer ces cercles, de pouvoir développer des nouvelles solutions, de pouvoir les partager. Aujourd'hui, on ne partage pas suffisamment toutes ces formidables expériences qu'il peut y avoir, qu'elles soient faites par des personnes connues ou par des personnes moins connues. Et plus on amènera ces problématiques d'écologie au sein même de nos problématiques quotidiennes, plus on en fera quelque chose qui est la référence, qui fait que c'est naturel, entre guillemets, sans jeu de mots, de se préoccuper de ces questions-là. Et c'est à cette condition, à mon avis, qu'on arrivera à aller vers ce monde meilleur. Merci beaucoup, Valérie Martin. Alors, attendez, j'ai une page de pub, parce que je suis un publicitaire. C'est quoi ma page de pub? Oui, j'ai un blog qui a été fait le 1er octobre, là, qui est sorti. Vous pouvez venir chercher un papier, parce que c'est un peu compliqué. Ça s'appelle Belle plante, au pluriel, jardin de soins.wordpress.com. Vous avez tous noté, sinon vous venez, je vous donne un papier. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment et on a été très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup.